Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de TEG, tout sur l'éducation guinéenne. La grande émission qui fait de sa priorité les questions éducatives et les grandes problématiques du système éducatif guinéen. Et encore avec les mêmes chroniqueurs pratiquement, et même si certains ne sont pas là aujourd'hui. Kamine Keita est porté malade. Monsieur Ibrahim Mansaré, docteur Mansaré, est encore en mission à Zéro Corée. Et si vous venez de nous capter, nous sommes aujourd'hui samedi 4 mai, donc un jour avant la date butoir du fameux ultimatum de l'université par rapport à la délivrance des diplômes pour la 14e promotion. Avant donc d'aborder les différents thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire le boycott des étudiants de Sonfonia et des universités publiques, la Senamsco, et également la question des enseignants-chercheurs, je vais faire le tour de table et je vais saluer les différents chroniqueurs. Voilà, monsieur Odilon Maomi, bonsoir, et vous nous avez manqué. Bienvenue parmi nous. Bonsoir, cher grand frère, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai que vous m'avez aussi manqué. Contre toute attente, j'étais à Bouquet le week-end dernier. Et au regard de notre engagement pour la cause de Dieu, il y avait un programme très important au sein de l'Église de Guinée. C'est celui de l'ordination épiscopale et de l'intronisation de Monseigneur Moïse Tengiano, le tout premier évêque du tout nouveau diocèse, qui est le cadet des diocèses en Guinée. Je veux parler ici du diocèse de Bouquet. Bouquet qui a été érigé en diocèse par le pape François en février dernier. Et le 27, c'était l'ordination épiscopale et l'intronisation de Monseigneur, laquelle ordination a été faite par son éminence Monseigneur Cardinal Robert Sarah, accompagné de Monseigneur Jean-Sylvain Émile Mambré, qui est le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican en Guinée et au Mali, et également Monseigneur l'archevêque métropolitain Vincent Koulibaly. Donc ça c'était le 27 et le 28, dimanche 28, c'était la messe d'action de grâce du nouvel évêque. Donc c'était de beaux moments. Toute l'église y était, et pas que l'église, même la communauté musulmane, parce qu'il faut noter la présence des autorités civiles, des autorités administratives, religieuses, de Bouquet, militaires de toute la région qui étaient présentes, et également d'autres autorités qui sont venues d'ailleurs de tout le pays. Donc c'était beau, c'est le 5e diocèse créé en Guinée. Donc les 5 évêques de la Guinée étaient présents, notamment l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, celui de Zéro Corée, Raphaël Bala Guilavogui, celui de Kankan Tagbino, celui de Guéguédou, Monseigneur Sanduno, et également celui de Bouquet, le nouvel évêque, Monseigneur Moïse Tengiano, qui était avant cette nomination le curé de la paroisse Saint-Augustin de Taouya. Ah bon, d'accord, donc c'est une connaissance. Oui, je le connais bien, et puis au-delà de cela, il était aussi le directeur de la radio Voix de la Paix. Donc c'est la radio Mariale, la radio catholique qui existe en Guinée depuis quelques années. Il en était le directeur. Et ce qui est impressionnant en parlant de Monseigneur Moïse Tengiano, c'est quand même, puisque c'est une émission éducative, c'est important de mettre l'accent là-dessus. Il est titulaire d'un doctorat en catéchisme, donc l'enseignement de l'évangile, le catéchisme. Donc il a un doctorat dans cette discipline. Il en a passé 7 ans d'études à Rome. Donc, félicitations. Qui a été sanctionné par l'obtention de ce doctorat-là. C'est un monsieur plein d'ambition, très éloquent, et au regard des petits frottements que j'ai eu avec lui il y a de cela quelques mois, moi j'en ai appris beaucoup auprès de lui. Et je pense que de ce point de vue, l'église du côté de Bouquet saura prendre un envol. Il est plein d'ambition. C'est vrai qu'il est jeune, c'est le cadet des évêques en Guinée. Il est plein d'ambition. Et je suis curieux de savoir ce que va devenir ce nouveau diocèse-là les années à venir. Donc voilà un peu ce qui a valu ma présence à Bouquet, parce que moi je suis de Saint-Jacques de Lambagny, et là je suis le secrétaire exécutif du conseil pastoral paroissial et aussi responsable de la communication sociale. Donc, le futur curé, mais le futur curé, moi j'ai l'impression que ton engagement chrétien, ton engagement, je dit pastoral, s'il faut le dire ainsi, j'ai l'impression que tu vas peut-être faire carrière dans le clergé, peut-être. Je me veux, je demande à Dieu de me donner la force de rester, de demeurer un laïc engagé. Je ne pourrais pas être religieux, sauf miracle. Sauf miracle. Sauf miracle de Dieu, ce n'est pas dans mes projets.
projet, c'est une ambition que je nourrissais quand j'étais encore tout petit. Pas tout petit, mais innocent. Innocent, mais maintenant que je ne le suis plus, beaucoup de choses sont venues ramasser, faire taire à cette ambition à moi. De l'eau a coulé sous les ponts. Sous les ponts, je demeure laïc engagé. Donc partout où il y a une activité de l'église, j'y serai. Raison pour laquelle d'ailleurs, le samedi prochain, je m'en excuse encore, je ne serai pas avec vous parce que je serai à Bofa. Il faut couvrir l'événement, ce sera le pèlerinage national. C'est toute la Guinée encore qui va se drainer sur la route de Bofa. Dès demain, nous allons commencer la marche. La marche. Voilà, on rentre le jeudi à Bofa. Et la marche à pied jusqu'à Bofa. On va marcher à pied. Voilà, quelle dévotion pour le Seigneur. Évidemment. Allez, alléluia, comment on pourrait le dire ainsi. Monsieur Mvali Kondé, bonsoir et bienvenue parmi nous. Mvali Kondé qui est philosophe. Et le philosophe a demandé la parole et je sais qu'il veut vraiment rebondir là-dessus. Oui, je voudrais rebondir. L'homme au chapeau. Puisque j'ai écouté avec intérêt le juriste religieux. Et je pense qu'il serait important de lui poser une question. Comment parvient-il à concilier le droit et la religion? Vous savez, on connaît les principes bibliques, canoniques. Et on sait aussi comment nous rendons les différents jugements. S'il est face à une situation et il doit rendre le jugement, fait-il recours à quoi réellement? Au droit canonique ou au droit laïque? Au droit laïque, en tant que religieux. Oui, belle question. Bon, je ne suis pas religieux, je suis un croyant. Voilà. Il faut dire que tant que je vis en Guinée, la Guinée est un État laïque, donc aucune religion ne prend le dessus sur le droit. C'est le droit qui s'applique. Mais ce qui est très important à relever est que les textes juridiques sont inspirés des préceptes religieux, qu'elles soient bibliques ou coraniques. C'est ça. Parce que ni dans la Bible, il n'y a pas trop de contradictions. Non, ni dans la Bible, ni dans le Coran, il est dit de tuer son prochain. Évidemment. Et le droit interdit, par exemple, de tuer. Ni dans la Bible, ni le Coran, il est demandé de violer, par exemple, une femme ou un homme. Le droit également en Guinée, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, interdit par exemple le viol. Donc pour dire que le droit, les hommes qui ont écrit le droit se sont inspirés, ce qui n'est pas souvent dit, mais on s'inspire des préceptes religieux. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette réponse. Je sais que M. Mvali Kondé ne va pas polémiquer là-dessus. La question est claire et la réponse aussi. Nous avons aussi un invité de parcours qui va aussi nous tenir compagnie tout au long de cette émission. Je dis parrain pratiquement parce qu'il est Konaté aussi, c'est Mamadi Troa Konaté. Il est enseignant et il est également journaliste, il est parmi nous. Il va aider aussi à décrypter, à comprendre aussi les différents thèmes qui seront abordés tout au long de cette émission. Monsieur Konaté, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, Monsieur Mvali, bonsoir les chroniqueurs ici présents dans ce studio. Et permettez-moi de dire que nous sommes à un mois, disons, des examens nationaux. Et quand j'avais en tout cas fait un parcours, et la semaine dernière, j'ai constaté que dans beaucoup d'établissements, parce que j'ai eu la chance de faire, d'inspecter certaines écoles dans ma contrée, disons. Dans la commune de Matoto, je crois bien. Non, dans la commune de Koya. De Koya, dans la préfecture de Koya, il faut le dire comme ça. Donc j'ai sillonné, j'ai constaté, monsieur Konaté, que dans certaines écoles, vous savez, si vous remarquez bien, quand il y a eu l'incendie de Kaloum, le dépôt. Le dépôt, exactement, on a constaté qu'il y a eu un peu de... On a fait une semaine à la maison. Effectivement, il y a eu des retards. Oui. Mais donc, l'IG avait dit qu'ils allaient, en tout cas, qu'on allait continuer à rattraper les cours, en tout cas faire un cours de rattrapage. Mais dans beaucoup d'écoles, est-ce qu'on se pose la question, s'interroge, est-ce que les cours ont été rattrapés? Parce que c'est un programme qui est là. Même quand c'est une semaine, 2 semaines de perturbation de cours, ça pourra forcément impacter sur le pourcentage. Mais quand j'ai en tout cas fait un séjour dans certains complexes scolaires, j'ai compris que le programme, en tout cas, n'est pas au même niveau que l'année dernière en ce même mois de mai. Et donc, il faut encore revoir parce que... Donc vous proposez quoi? Je propose, parce que maintenant l'année scolaire soit prorogée? Non, je ne souhaite pas maintenant que ça soit prorogé, mais il faudrait en tout cas dans le choix des sujets qu'on y tient compte. On tiendra compte, ça c'est sûr, ce sont les professionnels. Oui, parce que forcément on ne peut pas atteindre à 100% le programme. Non, on ne peut pas, généralement donc il faut aussi tenir compte des perturbations qu'on a eues et tout.
pour que vraiment les enfants aussi ne soient pas surpris par rapport à tout ce qu'on a eu comme calamité au cours de cette année 2023. Je pense que le département tiendra compte, et je sais que ce sont des professionnels aguerris. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 24 heures, M. Sekou Sekos Kaba, monsieur le DCE de la commune de Matoto, qui rassurait les acteurs, qui rassurait les parents d'élèves du bon pourcentage. Il parlait de 90% pratiquement dans la plupart des cas. Donc il rassurait quand même les acteurs de l'école que les examens pourraient se passer dans les meilleures conditions. Oui, dans certaines communes, il y en a eu, mais est-ce que dans d'autres communes, est-ce que l'IG s'est interrogé, est-ce que l'IG a fait un contrôle sur le terrain pour savoir exactement si les cours là ont été rattrapés ou pas? Merci beaucoup. Et je vais profiter encore de dire encore bonsoir à mon frère Vali que j'ai eu dans l'une de mes émissions, dans d'autres médias. Dans d'autres médias. Merci infiniment, et chers téléspectateurs, chers auditeurs. Si vous venez de nous capter, vous êtes dans TEG, tout sur l'éducation guinéenne, l'émission de Joma TV, Joma FM, qui est rediffusée les dimanche matin, à partir de 8h, et les mardis à partir de 22h à la télévision. Alors donc, tout juste après cette petite transition, nous allons revenir et vous présenter les titres qui seront ici débattus pour vous. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Si vous venez de nous capter, vous êtes sur Joma TV, Joma FM. Vous êtes dans l'émission TEG, tout sur l'éducation guinéenne. Nous allons donc aujourd'hui, ce 4 mai 2024, aborder 3 thèmes. Premièrement, nous parlerons de ce collectif des étudiants des universités publiques qui a décidé à partir du lundi dernier un boycott, et à partir du mardi, un boycott des cours pour 48 heures. Mbali Kone, qui est un enseignant-chercheur aussi, qui est témoin des faits, viendra nous faire le bilan de ce boycott, si ça a marché ou si ça n'a pas marché, ou est-ce que les autorités estudiantines ou les autorités universitaires sont prêtes à céder, comment on appelle ça, aux revendications de ces étudiants qui se plaignent des mentions qui ont été portées sur leur diplôme. Et le second thème, ce sera la SENAMSCO. SENAMSCO, entendez par Semaine nationale du mérite scolaire. Une activité qui avait été instituée par décret par M. le Président et qui avait été promue par l'ancien ministre, M. Guillaume Awing. Et depuis lors, la SENAMSCO, c'est silence radio. On se demande aujourd'hui, est-ce que la SENAMSCO va mourir après le départ de M. Guillaume Awing? Et pour terminer, les enseignants-chercheurs encore dans la rue. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, et je tairai son nom, nous étions comme les élèves et étudiants dans la rue. On était obligé de marcher pour revendiquer nos droits. Et ces droits, M. Mbali Kondé s'empressera de nous les expliquer. Et on aura aussi M. Balamoussa Keïta, qui est de ce collectif des enseignants-chercheurs pour leur reclassement. Il viendra nous expliquer pourquoi ils ont entamé cette marche et quelles sont les démarches qui sont en train d'être faites pour régler rapidement la situation afin que l'année scolaire ne soit pas, disons, chamboulée. Alors donc, le premier thème, comme je l'annonçais tantôt, Monsieur Vali Kondé, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Vous avez vu la semaine dernière ce cri de cœur, s'il faut le dire ainsi, des étudiants de la 14e promotion qui se plaignaient du fait que des mentions avaient été portées sur leur diplôme et que ces mentions les défavoriseraient pour les études post-universitaires ou que des moyennes avaient été carrément réduites. D'autres même avaient été emprisonnés puis relâchés. Monsieur Vali Kondé, ce boycott, ça a marché ou ça n'a pas marché? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Bien, et je commence par dire que ça n'a pas marché comme prévu, puisque les étudiants voulaient arrêter tous les cours à l'université, mais ils ne sont pas parvenus à leur objectif. Mais ce qu'on peut rappeler, c'est que est-ce que les étudiants de l'année à venir ne vont pas emboîter leur pas, puisque aujourd'hui, ils ne sont pas en situation de classe. Et ceux qui sont actuellement en situation de classe, est-ce qu'ils ne vont pas demander à ce que les mentions ne soient pas portées aussi sur le diplôme? Et je le disais ici avec notre collègue Keïta, je lui disais que malheureusement le juriste de la maison n'était pas là. Monsieur Odiloma, l'homme en veste. Oui, mais j'ai lu l'arrêté de 2019, j'ai relu et je cherche à comprendre est-ce que réellement il est dit dans l'arrêté de 2019 qu'il faut porter la mention sur le diplôme. J'ai lu une fois, je n'ai pas vu, j'ai lu 2 fois, je n'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à la page 6, article 4, on a énuméré les différents types de diplômes. Et à la page 20,
article 18, ils ont parlé des différents types de notation. C'est-à-dire de telle note à telle note, on a parlé de la mention, de telle note à telle note, on a parlé de la mention. Mais il n'a pas été dit qu'il faut porter la mention sur le diplôme. Donc, selon l'arrêté, il n'a pas obligation de porter la mention sur le diplôme. Nulle part il n'est indiqué qu'il y a obligation. Qu'il y a obligation. Maintenant, mais nous nous sommes dit alors que si c'est au niveau de la notation, et on sait que l'étudiant a droit au diplôme et au relevé des notes, je pense qu'il serait important de porter la mention sur le relevé des notes et non le diplôme, parce qu'il n'est pas explicitement dit qu'il faut porter la mention sur le diplôme. C'est pourquoi d'ailleurs... Donc la crise, on aurait pu l'éviter selon vous. On aurait pu l'éviter, parce que c'est pourquoi d'ailleurs l'arrêté a été signé en 2019, mais en 2020, ils n'ont pas porté la mention sur le diplôme. Et je rappelle encore que c'est le recteur actuel qui était secrétaire général de l'université en 2019. Oui. Et donc en 2020, ils n'ont pas porté la mention sur le diplôme. En 2021, ils ne l'ont pas fait. En 2022, ils ne l'ont pas fait. En 2023, ils ne l'ont pas fait. Parce que ce n'était pas explicitement dit. Moi, je me suis dit que peut-être Madame la ministre a voulu changer les choses, a voulu sécuriser le diplôme. Quand elle est partie à l'extérieur, elle a vu que la mention est nécessaire pour donner de la valeur au diplôme. Donc elle a demandé à ce que la mention soit portée sur le diplôme. Sinon, il n'est pas dit dans le texte qu'il faut porter la mention. Il n'est pas dit explicitement que la mention doit être portée sur le diplôme. La mention quand même peut être portée sur les relevés des notes. Et je rappelle aussi que j'étais à l'université, bien sûr, avant-hier, quand une fille est venue. Moi, je l'ai vu pleurer. Et d'habitude, quand on vient pour prendre le diplôme, on rit. Normalement, parce que c'est la fin d'un parcours. Elle commençait à pleurer. Oui. Maintenant, je dis pourquoi. Elle dit que sur mon diplôme, j'ai vu la mention passable, alors que l'autre diplôme, c'était mention assez bien. Mais aujourd'hui, je me vois avec la mention passable. Elle dit que je suis condamné à mourir avec ce diplôme-là, où je reprends les études. Parce qu'il est explicitement dit que si l'étudiant a passable dans toutes les matières, il n'a pas droit au master. Ça, c'est clairement. Il ne peut pas faire les études post-universitaires. Les études post-universitaires. Dans ce cas, l'étudiant qui a passable, je pense qu'il est condamné à mourir avec ce diplôme parce qu'il ne pourra plus faire les études post-universitaires. Il faut qu'on revoie ce fait-là. Mais les encadrants, si vous me permettez l'expression, sont en train de revoir la situation. Le problème aussi peut se situer au niveau de la docimologie, c'est-à-dire au niveau de la notation. Nous sommes habitués à l'ancienne méthode. C'est-à-dire que la notation a été faite à partir de l'arrêté de 2007. Mais on applique l'arrêté de 2019. L'arrêté de 2019 pour les mentions. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, nous qui sommes de l'ancien système, celui qui avait 6 de moyenne, il rit, il saute. La plupart avaient souvent 5, 5,5, etc. Mais celui qui a 6 de moyenne dans une matière, mais lui, il est Dieu à notre temps. Mais actuellement, les étudiants veulent avoir 9 de moyenne. D'autres même veulent avoir 8 de moyenne. Celui qui a 7, il n'est pas content. Mais ce changement-là, il faut que nous qui enseignons à l'université, qu'on soit habitués à ce changement, qu'on ne dise pas que moi je n'ai jamais eu 7 de moyenne en classe, je ne dois pas aussi donner 7 de moyenne à un étudiant. Ça veut dire que moi j'interpelle nos collègues qui sont en situation de classe, nous ne devons plus nous fier à l'ancien système. Si l'étudiant travaille très bien, si vous pouvez lui donner 9 de moyenne, il faut lui donner 9. Donc on lui donne ce qu'il mérite. Ce qu'il mérite. Oui. Mais moi je n'ai jamais eu 9 de moyenne à l'université. Je ne l'ai jamais eu. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas donner 9 de moyenne à un étudiant aujourd'hui. Parce qu'à notre temps, la mention commençait par quoi? Avec l'arrêté de 2007, la mention commençait par excellent. Ensuite, on avait très bien, on avait bien et on avait enfin passable. Mais actuellement, la mention commence par très bien. Et je rappelle aussi, parce qu'il est bon de rappeler qu'à l'université de Somfonia cette année, plus de 10 000 étudiants, personne n'a eu la mention très bien. Sur les 10 000 étudiants, personne n'a eu. L'histoire retiendra alors que session 2000, l'année académique 2023-2024, aucun étudiant de Somfonia n'a eu la mention très bien. C'est comme si on avait produit des étudiants médiocres. L'histoire retiendra ça. À qui la faute? Est-ce au niveau des étudiants, les encadrants ou les professeurs? Il faut qu'on situe la responsabilité ou le système de notation. Donc, je me limite là, je donne la parole aux autres. Quand même, c'est un fait inquiétant qui nous interpelle tous. Voilà donc, merci monsieur Mvali Kondé pour ces réponses. Vous nous aidez à comprendre. Monsieur Odilon, vous voulez analyser l'aspect juridique de l'arrêté? Oui, l'analyse même doit aller au-delà de l'aspect juridique. Oui. Vous savez, c'est une question que nous débattions depuis plusieurs semaines. On l'a débattu depuis quelques mois. Et il est important de revenir sur certains facteurs qui ont prévalu à cette crise-là. La première des choses, c'est M. Vallée a terminé sa communication en se posant la question sur l'intérêt pour nous de situer, pour les autorités de situer la responsabilité. Et alors, moi je tiens encore une fois de plus à ce que le recteur de l'université de Somfonia
nous disent qui sont responsables de toute cette pagaille-là. Moi, je peux vous donner, peux donner un début de réponse. C'est très important parce que c'est qu'il y a une loi quand même qui régit, il y a un arrêté, il y a un acte administratif qui régit un peu le système de notation dans nos universités. Et il y a une loi quand même qui régit les règles de délivrance des diplômes. Qu'est-ce qui doit figurer sur un diplôme? Alors, si ces règles ont été bypassées, il faut situer les responsabilités et sanctionner parce que ce manque de regard des autorités compétentes en la matière est en train de provoquer toute cette pagaille-là au sein de nos institutions d'enseignement supérieur. Première des choses. Deuxièmement, aux étudiants. Il y a quand même, c'est difficile, mais il faut avoir le courage de leur cracher cette vérité-là. C'est la valeur intéressante qui est intéressante. Pas autre chose. On ne vient pas à l'université, on n'invente pas des notes. J'ai l'habitude de dire ça aux étudiants. On n'invente pas les notes. On présente à l'étudiant ici ce qu'est sa valeur intrinsèque. Par conséquent, je n'ai pas encore lu ce arrêté entièrement, mais en revenant sur quelques éléments de la communication tout à l'heure de M. Condé, quand il dit que dans l'arrêté, il n'est pas dit de porter la mention explicitement. Sur le diplôme. Oui, on a parlé du système de notation, de telle note Très à bien. telle note. Donc, on a un barème. On a un barème. Oui. C'est-à-dire que quand moi je note une copie, si je donne 7 à l'étudiant, il faut que j'apprécie la copie. Oui. Donc, c'est ce qu'on dit. Mais on n'a pas dit sur le diplôme. On a D'accord. dit système de notation. Ceci étant, je dirais en droit, on dit qu'il ne faut pas distinguer là où la loi n'a pas distingué. S'il est défendu de porter la mention sur le diplôme, cela ne devrait pas être fait. Mais par ricochet. Il faudrait que les étudiants sachent que dans le même arrêté, il y a le système de notation qui est bien défini et clarifié. Qui est spécifié, oui. Oui, un système de notation tant littéraire que numérique. Par conséquent, on sait à partir de cet arrêté-là, 5 de moyenne ou 5 comme moyenne dans une matière correspond à quoi? Mais attendez, il y a la note cumulative. Il faut pas. Ça dit que Non, le non, problème. monsieur, non, je voudrais vous rappeler une chose. Je voudrais vous rappeler. Je vais vous aider. Oui, en fait, on est en train de dire les choses, mais différemment. Laissez-moi terminer après, vous pouvez réagir. Mais il faut que je le dise pour interpeller nos autorités. Aujourd'hui, plus de 95% des enseignants ne savent même pas comment on fait le calcul de la moyenne d'un étudiant. Plus de 95% des enseignants. Aucun enseignant ne peut te dire aujourd'hui, dites à un enseignant d'évaluer les notes d'une étudiante ou d'un étudiant. Il va lire, mais il ne pourra pas vous dire comment on est parvenu à la note finale. C'est tout un problème autour. Si par exemple, comme vous là, vous dites tout de suite là que la mention passable correspond à quoi? Vous pouvez voir un étudiant, il a 8, il a 7, comme ça. Mais il ne s'agit pas de la somme de ces notes-là. Ils ont leur calcul. Ils parlent de 4. De 0 à 4, de 1,7, c'est mention passable. De 1 à 2, 3, telle mention. Mais on ne sait pas comment ils parviennent à ça. Il n'y a pas de communication. L'étudiant lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il a droit à la mention passable, quand est-ce qu'il a droit à la mention. Il y avait un déficit de communication dès le début en fait. Il faut toute une étude, il faut qu'on amène les étudiants à comprendre quand est-ce qu'il aura mention passable, quand est-ce qu'il aura mention très bien, etc. S'il n'y a pas cette communication, nous-mêmes qui sommes enseignants, nous ne comprenons pas. Donc il faut cette étude, cette communication au sein des différentes universités. C'est pourquoi les étudiants disent on a diminué nos notes. Mais effectivement, j'ai entendu beaucoup d'étudiants qui se plaignaient qu'on avait diminué les notes d'un candidat, d'un étudiant. Ils ont quel droit? C'est parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Merci M. Vali Condé, oui, allons-y. Voilà, heureusement que M. Condé marche sur ma langue in fine. Moi, je voudrais dire quand même quelque chose. Il faut qu'on sache que chaque notation correspond à une mention. Voilà. Quand tu as eu 5 par exemple, en presse, ça correspond à une mention. Quand tu as eu 10 sur 10, ça correspond à une mention. Maintenant, sur la méconnaissance du système de calcul qui aboutit à la mention générale, je pense que là, il faut interpeller les autorités universitaires. Quand vous avez employé un enseignant à intervenir dans votre institution d'enseignement supérieur, il serait mieux que vous lui fassiez parvenir le document pour qu'il prenne connaissance. Et surtout la formation. La formation. On a par exemple aujourd'hui des spécialistes en docimologie, par exemple, mesures d'évaluation. À l'ISEC par exemple. On peut les faire intervenir et aider ces enseignants à évaluer. Les journées d'accueil qui sont organisées dans les universités pour accueillir les nouveaux étudiants, je me pose la question à quoi ça sert? À quoi ça sert, effectivement. Moi, en tout cas, j'ai travaillé durant quelques années dans une université de la place. Lorsque nous recevions les nouveaux étudiants, on leur informait sur le système de notation. Quand par exemple dans une matière tu as eu
5 comme moyenne générale, voici la conséquence. Lorsque tu as travaillé pour avoir 10 sur 10, voici aussi la bonne conséquence qui en suit. Donc, je crois qu'il faut mettre à profit les journées d'accueil et d'intégration des nouveaux étudiants c'est ça l'essentiel. Pour informer largement afin que ce type de malentendu n'arrive plus. Voilà. Donc, voilà un peu mon regard sur la question. Ton regard sur la question. Monsieur Odilon Mami, je suis très content. Je vous sens revenir réellement. Vous nous avez vraiment manqué. Monsieur Mamadi Konaté, votre regard par rapport à cette situation qui pour certains est injuste et qui pour certains est totalement justifiée. Voilà, parce que oui. Bon, moi je crois que je préfère le terme injuste parce que tout simplement, il n'y a pas eu de communication au préalable, comme l'a dit tout à l'heure mes prédécesseurs. Souvent, quand on parle de notation dans les universités, imaginez que quand on commence, c'est jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du cursus universitaire, et surtout que le diplôme qui est obtenu, et le diplôme de licence, c'est surtout, on considère que c'est le diplôme le plus valeureux. Et si tel est le cas, alors on se rend compte que, en délivrant un tel diplôme, il faut tenir compte de la valeur intrinsèque de l'étudiant. Parce que tout simplement, c'est le diplôme-là qui doit aider. C'est la question. Non, oui, mais c'est là où ce diplôme-là qui doit aider. Ils n'ont pas le droit de se plaindre si ils ont le droit. C'est pourquoi les mentions qu'on leur a données. Oui, c'est pourquoi moi je parle de l'injustice par rapport à la conception de ces diplômes. On ne devrait pas aller dans ce sens-là parce que tout simplement, ce qu'on l'a dit, c'est l'ancien système. Ils veulent appliquer un nouveau système. On a noté selon le décret et l'arrêté de 2007 et on a donné les mentions selon l'arrêté de 2019. Alors, c'est de là il y a eu de l'injustice dans cette conception. Donc souvent, imaginez qu'un étudiant qui a fini les études et qu'il voit passable sur son diplôme. Et puis il y a un employeur aussi. Il y a un aspect quand même qu'il faut clarifier. Même si on ne porte pas la mention sur le diplôme d'un étudiant, mais quand moi je vois ces relevés de notes, quand je vois, bon, si la moyenne, supposons par exemple que la moyenne par exemple est portée sur le diplôme, mais quand je vois la moyenne, moi je peux quand même, qu'il y ait connaissance du contenu de cet arrêté là, je peux savoir quelle est la mention qui devra obtenir, quelle est sa valeur. Donc moi je pense que le plus grand conseil qu'on puisse donner aujourd'hui, c'est d'interpeller les étudiants. Ceux-là sont des cobayes, ce sont les premières victimes. Bon, victimes, Dieu mais ils n'en sont pas parce qu'on ne les a pas accusés. Ce n'est pas des notes qui ont été inventées. Il faut dire aux générations qui arrivent de prendre les études au sérieux. 5 équivaut à quelque chose. 10 également équivaut à quelque chose. Là où l'un a eu 10, il faut se dire que je peux aussi avoir 10. Donc se mettre au travail dès la première année pour qu'à la fin de ce cursus universitaire, qu'on n'ait pas les larmes aux yeux. Et donc que les futurs étudiants en soient largement informés. Et voilà, et je ne suis pas contre le fait que les étudiants devraient en tout cas faire le sérieux dans les études. Mais ce qui est inconcevable, et surtout que dans la recherche de l'emploi, c'est le diplôme qu'on envoie le plus souvent à la quête du travail. Mais souvent on ne demande pas où sont tes relevés de notes. C'est souvent ce qui fait d'ailleurs. Pour vous, en fait, souvent, la mention qui est portée sur le diplôme, alors c'est ce qui détermine le détenteur. Voilà, ce qui détermine la valeur intrinsèque de l'étudiant qui est là. Mais à la quête de l'emploi, souvent, ce n'est pas le relevé de notes qui est présenté, alors c'est le diplôme qu'on envoie. Et quand on dépose le diplôme, on ne sait pas quelle a été la qualité de cet étudiant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut avoir certains étudiants qui n'ont pas eu souvent des bonnes notes, parfois, mais quand vous les voyez sur le terrain, qui sont extraordinaires. C'est aussi comme ça. Donc, madame la ministre qui était là à l'époque devrait en tout cas penser à cela. Oui. Maintenant, c'est M. Barry qui doit gérer la patate chaude. Voilà, moi, je me suis renseigné un peu autour de cette question, surtout avec les autorités universitaires, des gens vraiment bien intégrés, qui m'ont dit, par exemple, déjà, qui ont reconnu que les premiers diplômes qui avaient été délivrés, il y avait effectivement une erreur. Il y avait une erreur. Même les autorités ils ont présenté des excuses publiques là-bas. Il y avait eu des erreurs. Ils reconnaissent que ces erreurs-là ont effectivement existé. Ça, c'est le premier point qu'il faut relever. Le deuxième point, ils disent que Madame la ministre avait été intransigeante sur la question. Pour elle, on avait différents types de diplômes dans différentes universités du pays. Donc, ça créait un peu de la confusion. Il a même pris l'exemple sur d'autres pays. Il a pris l'exemple par exemple sur la France où il dit le diplôme il est harmonisé. Le diplôme il est harmonisé, quelle que soit l'université, quelle que soit la ville, c'est le même format de diplôme. Donc aujourd'hui il y a un blockchain par exemple. Les diplômes sont produits par un blockchain.
Voilà, pour les sécuriser en fait. Donc, ce blockchain aujourd'hui est, comment on appelle ça, programmé selon des critères bien précis. Donc, on ne peut pas délivrer des diplômes dont les critères diffèrent des critères du blockchain. Oui, ça, c'est un premier élément qu'il a relevé. Avant que tu continues, oui. moi, je ne suis pas d'accord avec madame. S'il y a des innovations qu'elle avait voulu apporter relatives à la délivrance des diplômes, il y a quand même un travail en amont qui devait être fait. C'était d'adapter cette mutation au contenu de la loi. Oui. Ça ne lui servait à rien de demander à ce que l'arrêté soit modifié. Que dans dedans, voilà. Et qu'il ait aussi une communication. Ça, qu'il ait aussi une communication. On explique encore aussi aux étudiants que désormais le diplôme que vous devrez avoir. C'est comme si vous demandez à un président, avant de nommer quelqu'un par décret, il doit communiquer avec. Oui, mais ça pourra aussi aider les enfants, ça pourra aussi aider encore les étudiants. Ils disent encore que leurs notes aussi ont été diminuées. La deuxième information que j'ai reçue, il m'a fait savoir que tous les étudiants n'étaient pas en réalité victimes de cette situation. Il a dit qu'il y a des types d'étudiants qui n'ont fait que profiter d'une situation parce qu'eux-mêmes étaient dans l'illégalité. 2 cas d'illégalité. Le premier cas, il y a 3 cas d'étudiants, mais il y a 2 groupes d'étudiants qui sont dans l'illégalité. Le premier cas d'étudiants, ce sont ceux-là qui ont eu le bac effectivement et qui ont été orientés selon la plateforme Goupol. Donc, ils sont dans les règles. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, ces étudiants-là ont eu effectivement le bac, mais n'ont pas été orientés dans l'université où ils ont eu à faire leur cursus. Ils devaient être donc dans d'autres universités autres que l'université où ils se sont retrouvés. Donc, en réalité, ils n'ont pas de INE, l'identifiant national de l'étudiant. Ils n'en ont pas, en fait. Donc, ils disent que ceux-là ont profité de cette situation de crise pour mettre de l'huile sur le feu. Ça, c'est le deuxième cas d'étudiants. Mais il a dit qu'ils sont en train de se battre pour que ces étudiants-là, qui se sont retrouvés dans d'autres universités où ils ne devraient pas se retrouver, parce qu'ils n'ont pas été orientés par la plateforme, ils disent qu'ils peuvent faire des doléances afin que ces étudiants rentrent en possession de leur diplôme sans problème. Le troisième cas d'étudiants, ce sont des étudiants qui n'ont pas eu le bac et qui sont passés par des réseaux parallèles pour être installés à l'université. Et aujourd'hui, ils ont fini, ils n'ont pas d'identifiant national du tout. Et aujourd'hui, il dit qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour vérifier. Le MEPUA a déjà reçu le courrier. Ils sont déjà en train de vérifier ceux qui n'avaient pas de diplôme et qui se sont retrouvés dans ce groupe de la 14e promotion. Comme quoi, ce dossier, il est loin d'être terminé. Ce sont là les éclairages que j'ai pu avoir lors de ma visite à Sonfonia. Oui, mais face à ces éclairages-là, M. Konaté. Et même que vous nous parlez là, on a pris un acte à l'université. Oui. On dit d'arrêter de délivrer les diplômes de master et de doctorat. Tous ceux qui sont inscrits à ce niveau doivent envoyer d'abord leur diplôme de baccalauréat. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. On parle souvent de l'INE, l'identifiant national étudiant. Non, mais donc, beaucoup n'ont pas eu le bac. Ça date de 2000 combien? De 2000 combien? Cette affaire INE là. C'est récent. Hein? C'est récent. Oui, mais ce que je dis, mais actuellement, je pense que quand on dit à un cadre d'envoyer son baccalauréat, vous verrez qu'on va annuler beaucoup de doctorats. Ouais. Certains n'ont pas pu obtenir le bac ici, ils sont allés à l'extérieur, on ne sait pas par quel mois ils ont passé. Mais aujourd'hui, ils sont docteurs. Oui, mais monsieur Koné, tout cela est vérifiable. Moi, je voudrais dire ceci. En tout cas, la fraude, elle est impardonnable. Oui. Il y a quand même, en tout cas, je pense que nous, dans ce studio, nous avons cravaché dur pour obtenir le baccalauréat. Donc, nos différents diplômes. Toutes les personnes qui disposent des faux diplômes devraient être traquées. Tout ce qui est contre tous les complices dans l'obtention de cette faux diplôme devrait être traqué. Bali, écoutez, moi, depuis 2012, j'interviens dans les universités, notamment privées. Hein, mais je sais. Au moment où on envoyait les boursiers d'État, je sais combien de fois les fondateurs des universités privées ont fait de l'argent de cela. Oui. Parle-moi de la fraude, qu'il y avait des complices au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est une situation impardonnable. Il faudrait qu'on fouille. On s'en fout du temps que cela prendra, mais fouillons et traquons tous ceux qui sont les auteurs, les complices de ces infractions-là. Merci, M. Odilon Mohamed. J'espère que les téléspectateurs et les auditeurs ont vraiment maintenant pris la mesure de la crise qui prévaut et ce qu'il en découle. Mais on suivra le dossier et on vous informera au fur et à mesure. On va donc entamer le second thème, c'est cette activité-là, la CENAMSCO.
Semaine nationale du mérite scolaire. Semaine nationale du mérite scolaire, aujourd'hui on parle de sa possible disparition. Monsieur Mvali Condé, est-ce que vous avez connaissance de cela? Bien, et seulement nous avons vu un premier communiqué fait par la direction de la communication du MEPIA. Dans ce communiqué, il a été clairement dit que M. le ministre a reçu les membres de la commission de cette activité. La commission d'organisation de la SENAMSCO. Mais M. le ministre leur a dit qu'il est prêt à les accompagner dans les activités et de tout faire de lui revenir dans un bref délai. Mais nous avons constaté que, je pense qu'ils ne sont pas revenus, mais on a vu aussi un autre communiqué qui n'était pas officiel. Ce communiqué disait que les membres de la commission auraient saboté l'activité. Le conditionnel, hein? Oui, auraient saboté l'activité, ne sont pas revenus. Mais nous sommes à quelques jours de la fermeture des écoles. Mais est-ce qu'on peut organiser maintenant une telle activité? C'est pourquoi le département a jugé nécessaire de renoncer à l'organisation cette année. Mais la question que tout le monde se pose, heureusement que le juriste est là. Moi j'ai eu d'autres informations, oui, j'aime le dire, après-midi d'ailleurs, par rapport à cela. Oui, je voudrais conclure. Vous la livrer tout de suite. Je voudrais conclure. C'est que c'est une activité qui est institutionnalisée. Effectivement, c'est par décret. L'institutionnalisation, c'est que monsieur le Président de la République a pris un décret. Le président de la transition a pris un décret, il a institutionnalisé cette activité. Mais est-ce qu'on peut renoncer à l'organisation de cette activité sans qu'on ne viole la loi? C'est la question à laquelle tout le monde se pose aujourd'hui. Moi, je pense que s'il y a un conseil à donner, le juriste au ministre, je lui dirais de passer par tous les moyens pour que le décret soit respecté. Parce qu'il faut institutionnaliser. Chaque année, on doit l'organiser selon le décret. Mais si on n'organise pas cette année, je pense qu'on aurait violé le décret. On aurait violé le décret. Est-ce conditionnel, très bien. Est-ce que c'est l'avis de notre juriste maison? Violation du décret ou pas violation du décret quand on sait que la semaine nationale du mérite scolaire a été institué par décret. Donc c'est institutionnalisé en fait. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la semaine nationale du mérite scolaire, c'est une série d'activités ludiques et scolaires. Il y a élection Miss. Non, pas élection Miss. Miss mathématiques par exemple. Donc c'est encourager l'émulation et aider les jeunes filles. Encourager les jeunes filles à aller vers les filières scientifiques. Il y a aussi le concours d'éloquence, où beaucoup d'enfants, on a découvert quand même beaucoup de talents dans ces activités. Il y a également les activités. Oui, j'ai été membre de jury par commission, membre de jury. Voilà, et c'était pour l'éloquence. Et naturellement, voilà, je peux apporter quelque chose. Et puis il y a une autre activité, elle est sportive, c'est le football et c'est également le basketball, normalement cette année. Mais quant à l'organisation, je reviendrai tout de suite et puis je vais vous étonner avec ce que je vais vous donner comme information. Monsieur Odilon Mamie, on peut aller. Votre regard de juriste. La SENAMSCO, contrairement à beaucoup d'autres activités dans ce pays-là, a toute sa particularité du simple fait qu'elle a été instituée, qu'elle a été institutionnalisée, donc par décret du président de la République. Mais attention, il ne s'agit pas de se focaliser sur le fait qu'elle a été créée à la suite d'un décret, mais pour réaliser une telle activité, il faut créer les conditions. Alors, moi, j'ai eu il faut quand même rappeler que c'est le décret D/2002-0069-PRG/CNRD/SGG du 28 janvier 2022 qui crée la Semaine nationale du mérite scolaire SENAMSCO. Et le but de cette activité, c'est quoi? C'est de faire la promotion de la culture du mérite, de l'enseignement, mais aussi et surtout récompenser les meilleurs acteurs de la construction d'un système éducatif compétitif pour les enfants. Et avec pour slogan, permettez-moi que je vous le rappelle, faire du mérite quelque chose de beau, et de grand. Alors, il y a en 2022, nous avons eu la première édition, 2023 la deuxième édition. En principe, cette année, on devrait avoir la troisième édition. Mais quand même, je me suis rapproché d'un des hauts cadres du département avec qui j'ai échangé, qui m'a dit également les raisons qui pourraient prévaloir à la non-tenue de cette activité-là. Premièrement, il y a quand même la dissolution du gouvernement qui aura joué un grand rôle. Effectivement. Parce que dissolution du gouvernement qui a engendré un manque de diligence du secrétariat général. Rappelons-nous qu'après la dissolution du gouvernement, il a été indiqué clairement que les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints, même si ça n'existe pas, mais c'est ce que nous avait vendu, devront conduire les affaires courantes des départements ministériels. Alors,
au niveau du secrétariat général du MEPUA, et à cela a ajouté le cabinet du département, eh bien, eux, ils attendaient la nomination des nouveaux ministres pour pouvoir continuer les activités. Ce qui n'était pas normal. Donc, il y a un manque de diligence à ce niveau-là. La continuité a été rompue. Voilà, la continuité a été rompue. Voilà. C'est pourquoi c'est encore important d'enseigner à nos hauts cadres, hein, eh bien, les textes de base du droit administratif, mais surtout les lois qui régissent l'administration dans notre pays, l'administration publique surtout. Deuxième raison, c'est cette lenteur au niveau du pool financier. Je le dis pourquoi? Parce que c'est une activité à l'image de l'organisation des examens. Le budget il est voté à l'avance pendant la mise en place de la loi des finances. Donc c'est un budget déjà voté. Mais qu'est-ce qui empêchait? Parce que on m'a confié d'ailleurs que sous Guillaume, une des sessions de la Sénapsco avait été organisée sur endettement. Le département était obligé de s'endetter, attendre que le fonds soit débloqué pour pouvoir rembourser ces dettes-là. Une administration publique. Un budget déjà voté. Donc il y a quand même, on se pose la question sur le rôle fondamental que joue le pool financier sur la question. L'autre chose, c'est un peu, je le vois plus subjectif qu'objectif. C'est qu'on me fait savoir que le ministre Sedi ne serait pas trop partant sur certaines initiatives qui ont été prises sous Guillaume. Donc, d'ailleurs, les partisans des deux camps se jettent aujourd'hui des boules bouillantes par rapport à ça. Parce que le ministre Guillaume, d'abord, c'est qu'avant de lancer un peu la petite pierre sur le ministre, en me référant d'ailleurs sur ces informations que j'ai reçues, puisque je n'ai pas pu l'avoir ni un de ses proches, il a d'abord fustigé le fait que ces cadres ont attendu la nomination d'un nouveau ministre pour pouvoir continuer l'aspect ne fût qu'administratif de la préparation de cette activité-là. Donc il a fustigé cela. Mais ça c'était en amont. Mais en aval, on s'est dit qu'il ne serait pas trop d'accord sur quelques activités qui avaient été initiées sur Guillaume, y compris l'organisation de la Semaine nationale du mérite, parce qu'il n'est pas d'accord le fait qu'on fasse déplacer les enfants de l'intérieur du pays pour la capitale. Donc, entre autres, quelques questions, beaucoup de choses d'ailleurs. Attendez, mais il est d'accord sur le principe de la Sénamsco. Bon, il a reçu le comité d'organisation. Il a reçu le comité, mais après, aujourd'hui, à quelques semaines, est-ce qu'entre la Sénamsco et l'organisation des examens nationaux, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Nous le savons tous la réponse, c'est l'organisation des examens nationaux. Donc, ce qui est évident est que, sauf miracle, il n'y aura pas de semaine nationale de mérite scolaire en Guinée cette année. Donc il est important quand même aujourd'hui que le ministre quand même sache, si ça n'a pas eu cette année, si ça n'a pas eu lieu cette année, que les raisons soient les premières par exemple que j'ai évoquées. Mais autre activité, autre initiative prise sous Guillaume, voilà, moi les questions de personnes c'est pas intéressant, mais cette activité elle a été institutionnalisée par décret. Si il ne crée pas l'année prochaine les conditions pour l'organiser, il aurait violé un décret du président de la République. Qu'il imagine sa sanction par la suite. Comme on dit, avec des si on peut refaire le monde. Allons-y. Moi je voulais dire, moi je voulais préciser quelque chose. Vous savez, nous sommes en train d'expliquer une situation qui dépasse d'ailleurs la situation du MEPUA. Aujourd'hui, toutes les crises que nous sommes en train de traverser, c'est parce que c'est le président de la transition qui nous a mis dans cette situation. Moi, je sais que je n'étais pas contre par rapport en tout cas au remaniement ministériel. Mais c'est pourquoi. Normal. Non, mais oui, je n'étais pas contre. Oui. Mais moi, je voudrais qu'on attend jusqu'à ce qu'on termine d'abord l'année scolaire 2023-2024, qu'on parvienne en tout cas, à effectuer un changement à la tête de certains départements ministériels. Non, moi je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous avez écouté? Pour moi, ça ne pose pas de problème. Écoutez, le principe de la continuité des services. Non, bien sûr. Ce ne sont pas des enfants. Il y a une mauvaise habitude en Guinée. Il y a une mauvaise habitude en Guinée. Il y a une mauvaise habitude en Guinée. Les examens arrivent, on la tue. Écoutez, pas forcément les examens, parce que quand on parle du MEP, il y a tout autour des examens. Vous savez, il y a un problème qu'il ne faut pas aussi oublier. En Guinée, on a une mauvaise habitude. Non, il y a une mauvaise habitude. Est-ce qu'il allait bien organiser les Bien sûr. C'est pourquoi quand quelqu'un nous a parlé tout de suite ici, au niveau du secrétariat général, par rapport à la continuité des affaires courantes, j'étais très d'accord. Mais vous savez, en Guinée, on a une mauvaise habitude. Quand quelqu'un vient, alors il pense que tout ce que l'autre a fait, ça n'a pas été bien fait. Aujourd'hui, il ne faut pas... Ce monsieur qui est venu, l'actuel ministre Sedi, qui est là aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui se bunkérise. Mais il ne faudrait pas penser qu'il est dans l'esprit de Guillaume Maouine. Alors, on a commencé par quand même, la Semaine nationale.
On a commencé par la semaine nationale. Je ne sais pas si c'est la peur peut-être de ces cadres-là qui, parfois véreux, qui fatiguent les nouveaux ministres. On dit qu'il est moins... il a la porte moins ouverte. Hein. Bien sûr. Il a dit qu'il n'a pas besoin que les gens aillent dans son bureau aller faire tout le ministre n'a pas été reconduit. À la suite de la dissolution du gouvernement, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et ceux qui sont venus avec ces informations-là. Quand c'est comme ça, pour un départ, il faut être prudent. Il faut être prudent. Merci beaucoup. Donc je crois que on va fermer cette page et on va passer à autre chose. Mais moi, l'information que j'ai reçue lorsque j'ai appelé un cadre très introduit, même un membre du cabinet, même d'ailleurs, du MEPUA, il m'a rassuré mordicus parce que la semaine nationale du mérite scolaire aura lieu, que les conditions sont en train d'être réunies pour que cette semaine se tienne. Et il m'a dit que c'était courant mai ou après les évaluations telles que les examens. Mais il m'a dit que ce sera fait et que M. Sedi, selon lui, n'a en rien boycotter la Senamsco comme quoi ce serait moi je voulais terminer sur un point. Voilà, je voulais terminer sur un point. C'est quand tout à l'heure Odile nous avait parlé de Odilon, vous allez dire Odilon, d'accord. Odilon nous a tout à l'heure parlé de l'affaire de soutien. Non, d'accord. Donc cette situation de financement de soutien, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce qu'il y a eu une commission qui a été mise en place, je crois que c'était au courant de l'année de sinon passée. les phases on a mis en place une commission de soutien. Les phases régionales sont terminées. Ça, il faut, je vous rassure. Voilà, il y a une commission. Maintenant, il reste maintenant la finale. C'est la phase. Alors, il y a une commission qui a été mise en place. C'est une commission soutien à l'éducation. C'est le nom un peu que j'ignore. Mais ça a été mis en place. C'est une commission qui était chargée d'aller chercher du financement auprès des bailleurs pour pouvoir financer l'éducation. Alors, mais où nous en sommes avec ces initiatives, et qu'on constate qu'il y a encore de manque de financement pour pouvoir faire fonctionner et la Senascom. C'est le prix d'honneur du civisme. Moi, il y a quelques mois, je crois que c'est le DGA de la Direction nationale du civisme. Voilà, le jeune, oui, Pélico, qu'il avait vu à l'intérieur, je le suis sur le réseau social Facebook. Il y avait quand même cette tournée qu'il avait faite. Donc il y avait quand même un prix qui devait être le prix du civisme. Le prix du civisme qui devait être octroyé à la DPE, voilà, qui se serait beaucoup investi dans la promotion du civisme en Guinée. Mais tout cela, si l'activité n'est pas organisée, ce sera foulé à... c'est compliqué. Donc je vous rassure, selon ce cadre, la Senamsco, m'a-t-il dit, aura bel et bien lieu. Mais comme on dit souvent, wait and see. Voilà, donc on va passer au dernier thème. On va recevoir maintenant notre invité, c'est M. Bala Moussa Keïta. Il est enseignant-chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. On revient tout de suite et puis on parle de ce qu'ils vivent comme situation. Keïta, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir monsieur. Merci. Merci beaucoup monsieur Keïta. Vous êtes enseignant-chercheur, comme je le disais tantôt, à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Et chose assez rare, hein, on vous a vu dans les rues protester. Quelle est la raison de cette protestation du corps pédagogique de l'université? Voilà, malheureusement c'est une réalité, un fait très triste. Je dirais que peut-être l'une des rares fois en Guinée de voir un collectif d'enseignants, chercheurs. On a l'habitude de voir des enseignants dans la rue. C'est vrai, nous sommes tous des enseignants, que ce soit du ministère de l'enseignement technique, de l'enseignement préuniversitaire et du supérieur. Mais moi, c'est ma première fois, plus d'une décennie de service au supérieur, de voir un collectif bien organisé dans la rue pour aller demander leurs droits. Cela vient d'un fait que nous, les enseignants, on dira quand on a été en ville. Les policiers qui sont venus nous ont dit « Vous êtes des intellectuels quand même ». Je reviendrai un peu sur la raison tout à l'heure. Ils disent « Vous êtes des intellectuels quand même ». Mais ils oublient antérieurement que nous avons épuisé toutes les démarches possibles. Nous avons engagé un recours hiérarchique. Nous sommes allés d'abord quand on a appris, parce que c'est la question épineuse du reclassement, qui s'accompagne avec des privilèges accordés par un décret présidentiel. Voilà, M. Balamoussa Keïta, on va revenir, on va faire une petite pause et on revient tout de suite. Vous allez nous démontrer cela. On revient tout à l'heure. Il n'y a pas de problème.
Nous revenons avec notre invité, M. Balamoussa Keïta. Si vous venez de nous capter, vous êtes dans TEG, tout sur l'éducation guinéenne, l'émission qui fait de l'éducation sa priorité. Alors donc, M. Balamoussa Keïta, avant que nous ne poursuivions, la régie va nous mettre quelques images de cette marche que vous avez eu à faire au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. On va voir tout de suite, voilà. Voilà donc les images. Monsieur Balamoussa Keïta, vous pouvez poursuivre. Je pense que puisqu'il n'y a pas de son, ouais, allons-y. Voilà. Je disais tantôt que notre descente dans la rue n'était pas autre chose qu'une manifestation de frustration. Après recours, bien sûr, après recours hiérarchique, parce que nous souhaiterons dans les jours à venir de saisir, s'il n'y a pas gain de cause, de saisir un tribunal compétent à cet effet. C'est par rapport au décret 2024-0027 du président de la République qui donne aux structures de l'enseignement supérieur, des centres de recherche, un privilège accordé à tout ceci, sans exception. Mais cette question d'interprétation de l'article 5 du décret nous place ici les épines dans le pied des détenteurs du master. Conformément à l'arrêté 2019, normalement il est dit n'enseigne à l'université qu'un docteur. N'enseigne à l'université qu'un docteur. Mais si vous prenez les réalités sur le terrain, il y a même des licenciés détenteurs de cours, titulaires de cours. Les réalités sur le terrain. Mais le texte prévoyait que n'enseigne dans les universités, dans les instituts, que seulement détenteurs d'un diplôme de doctorat. Au minimum. Au minimum. Donc, le décret du président, le décret 2024 du président, stipule que les fonctionnaires au grade d'assistant, barre, au grade attaché de recherche, virgule, pourquoi je reviens sur tous ces points, virgule, détenteurs du diplôme de master et jugés équivalents, sont reclassés dans la hiérarchie A2, grade 3, échelon 1, l'indice 2506. C'est cette question d'interprétation du décret du président qui nous pose problème. Nous avons commencé par un recours hiérarchique. Nous sommes allés quand on a appris que le décret devrait s'appliquer et les privilèges donnant des primes conformément aux dispositions devraient être appliqués que sur les reclassés. Nous sommes allés dans les universités. Nous sommes allés directement voir nos chefs hiérarchiques, mais nous apprenons aujourd'hui que nous n'avons pas commencé par nos chefs hiérarchiques, que nous sommes allés dans la rue, devant les ministères, chez le Premier ministre, son Excellence M. Baouri. Mais nous disons que nous avons commencé, c'est l'occasion d'ailleurs, nous avons commencé par des recours hiérarchiques. Nous sommes allés voir monsieur le recteur de l'Université générale d'Ansana Conté de Sophonia, avec un grand nombre. Nous avons posé notre souci. On nous a expliqué tout ce qu'il devrait normalement expliquer conformément à l'interprétation de la disposition. On n'a pas voulu engager une discussion. C'est notre autorité quand même. Il nous a renvoyés vers le syndicat. Nous sommes venus voir le syndicat, qui d'ailleurs se comporte comme un État en face, qui nous dit... Votre propre syndicat, hein? Notre propre syndicat, Séniazur, oui, censé à défendre le travailleur et le travail, du côté de l'enseignement supérieur. Malheureusement, nous nous sommes un peu sentis frustrés par les démarches du syndicat. Eux-mêmes, ils le disent que nous les voyons comme des ennemis. Bon, nous ne les voyons pas comme les ennemis, mais nous les voyons comme défenseurs du ministère et non défenseurs de la cause des enseignants. Donc ils n'ont pas pris à bras le corps le dossier. Ils n'ont pas pris à bras le corps. Parce qu'ils nous ont fait une proposition à leur siège à Kipé. Ce n'est pas pour vous interrompre là. Je vais revenir sur une partie qui va surprendre beaucoup de personnes. J'ai appris que le syndicat a signé un protocole d'accord entre le ministère et Séniazur. Et dans ce protocole, il était question... Le gouvernement est Séniazur. Oui, et Séniazur. Il était question de permettre aux détenteurs de master et diplômes équivalents d'être reclassés. J'allais en venir, bien sûr. Je voudrais rappeler un fait. Qu'ils ont signé un protocole
Et cela était indiqué au point 8. Mais après la signature du protocole, on a donné le protocole à tous les journalistes. Mais à notre grande surprise, que certains membres du Synergie se sont retrouvés pour enlever cette partie-là dans le protocole et déposer le même protocole, n'est-ce pas, et à la fonction, à la bourse du travail, en enlevant cette partie. D'autres membres de Synergie disent non, ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. On avait déjà fini de signer, on a donné aux journalistes. Comment est-ce que vous pouvez vous retrouver à part pour extraire cette partie dans le protocole? C'est terrible ça. C'est terrible. Oui. Ça, c'est un fait qui est réel. Donc vous pouvez continuer. Monsieur Juste une information. Oui, là j'allais revenir sur cette information. Pourquoi le Sénégal a adopté une position très tôt pour bloquer l'avancée de notre démarche? Parce qu'il savait déjà qu'il y a eu une sorte de sournoiserie, excusez-moi du terme, qu'il y a eu une sorte de sournoiserie. Se retrouver, publier d'abord un protocole d'accord entre le gouvernement et le syndicat, dont la copie a été officiellement publiée. J'ai même une copie ici. Nous retrouvons toutes les signatures des parties prenantes. Et là, qu'est-ce qu'on apprend avec le syndicat? Qu'est-ce qu'on apprend avec certaines de nos autorités? Que l'article 8 ne faisait plus partie, qu'il a été retiré. Et rappelez l'article 8. Et l'article 8 stipulait que les détenteurs de master devraient être reclassés conformément au reclassement national. Parce que ils se sont entendus, se sont convenus qu'il y ait deux voies de reclassement. Le reclassement national pour les détenteurs de master et de docteur, c'est-à-dire de diplôme de doctorat. Tous les autres maintenant, c'est-à-dire maître assistant, maître de conférence, professeur de grade, ce serait dans l'ordre de CAMES. Donc, s'ils ont retiré cette partie, étant donné que ça n'a pas été officiellement publié après le retrait de l'article 8, nous tenons la disposition de l'article 8 qu'ils ont publié, que le syndicat a publié dans toutes les plateformes, dans les canaux d'information de toutes les universités. Donc c'est pourquoi le syndicat a d'ailleurs pris le devant en venant nous proposer les autres primes affectées à travers, bien sûr, le décret. On vous donne certains privilèges, mais le reclassement... on annule. On annule. On a plutôt compris que le syndicat jouait plusieurs jeux. On part au ministère, bien avant les recours hiérarchiques, on part au ministère. Ce que nous avons appris, on a trouvé entre 6h et 7h les pick-up garés devant notre maison. Parce que nous pensons que le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est notre maison. C'est nos chefs qui sont là-bas. Ce sont nos autorités. Mais aussi, quand nous prenons dans le cadre du travail, nous sommes aussi un peu collègues, il faut le dire. Donc, on est venu trouver une sorte de zone de tampon par les gendarmes et les policiers qui nous ont clairement dit notre rôle, c'est de vous repousser. Nous tenons dans la main le courrier du Premier ministre qui demande au ministre de l'Enseignement supérieur, M. Alpha Boubacar, de nous recevoir et de lever l'équivoque autour de la disposition du décret présidentiel. Nous avons montré ça aux policiers, ils étaient obligés de nous laisser partir, mais ils ont jugé nécessaire difficilement de prendre quelques-uns de nos représentants qui sont allés discuter avec le ministre et trouvant un accord, après son retour, le ministre lui a dit d'aller se mettre d'accord avec le syndicat, faire une proposition et revenir vers lui. Oui. Voilà, M. Valli, voilà, moi je voulais savoir, parce que le syndicat, au niveau que je peux appeler la Sénasur, voilà, la Sénasur, le Sénasur, j'allais dire. Oui. Donc, ils sont là pour défendre en tout cas l'intérêt supérieur des enseignants du supérieur. C'est ce que nous croyons. Mais je pense bien, et la journée du 26 février dernier, alors il y a eu un mouvement de grève qui a été déclenché. N'est-ce pas? C'est une marche, c'est pas une grève. Voilà. Bon, la grève a été déclenchée. Bien, alors ce mot d'ordre de grève, quand les anciens étaient sortis pour se manifester, alors quelle a été, qu'est-ce qui a été la décision du Premier ministre d'alors? Parce qu'en mois de février, je crois que le ministre... C'est la première fois que les anciens cherchèrent... Non, bien sûr, non, bien sûr, parce que la journée du 26 février... On va le laisser poursuivre. Non, oui, il y a eu la grève. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que le gouvernement vous a dit après que le mot d'ordre de grève a été lancé ce jour? Il y avait une menace de grève en fait qui avait été lancée. Bien sûr, le 26 février. Je crois qu'il y a des négociations qui ont été entreprises. Qu'est-ce que vous aviez obtenu?
Il parle du 26 février. Le 26 février. Il y a eu une grève qui a, en tout cas, un mot d'ordre de grève qui a été lancé. Le mouvement syndical guinéen avait lancé une grève générale. Voilà. Je vous rappelle. Alors, les anciens du supérieur. Est-ce que vous y avez les anciens du supérieur, je voudrais répondre à la question. Vous savez, Sunayjur avait fait un communiqué. Dans ce communiqué, il était dit que ceux qui sont reclassés, s'ils ne commencent pas à bénéficier de ces primes-là et de ces avantages, ils vont aller en grève. Ils avaient demandé deux choses. Parce que les gens étaient déjà reclassés, mais ils ne bénéficiaient pas de ces primes. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, ils ont dit aussi que si les homologues ne sont pas engagés, ils vont aller en grève. C'est à cause de ces deux raisons. L'État a commencé à payer ces primes. Donc ça ne concernait pas le reclassement. Quelle était la garantie? Je voulais savoir quelle était la garantie que l'État... Mais l'État a déjà payé ça pour eux, ceux qui sont reclassés. Mais lui, il est là pourquoi? Il est là parce qu'ils ont refusé de reclasser certaines personnes, dont les détenteurs de master et diplômes équivalents. Vous comprenez? Alors que certains détenteurs de master et diplômes équivalents sont reclassés. Parmi eux, il y en a même qui détiennent, n'est-ce pas, la licence, plus de 100 et quelques personnes. Ça, c'est officiellement reconnu. Celui qui est à la base de ce reclassement aurait dit que c'est une erreur qu'il aurait commis. Je dis bien. Maintenant, et ce que je voudrais rappeler aussi, c'est quoi? C'est que pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, moi, je voudrais lui poser un certain nombre de questions. La première question est de savoir pourquoi vous n'êtes pas reclassé. Voilà. Donc quelles sont les raisons évoquées par l'État? Voilà. D'abord, si nous prenons la disposition du décret, nous sommes reclassés. C'est-à-dire, le président Mamadi Doumbouya, pour accorder cette faveur à tout le monde, il a tenu compte de toutes les catégories. Il dit les fonctionnaires au grade assistant, barre attaché de recherche, virgule, c'est-à-dire c'est elliptique. Il veut dire le fonctionnaire détenteur du diplôme de master et diplôme jugé équivalent sont reclassés et intégrés dans le grade A3, A2, pardon, hiérarchie A3, échelon 1, indice 1506. C'est-à-dire le décret nous reclasse. Et le reclassement du ministère devrait venir après. Très bien. Maintenant, la deuxième question. Pourquoi pas jusqu'à présent, vous n'êtes pas reclassé? Est-ce que quelque part, le ministre a enfreint le décret du président? Pour reposer votre question, quelle est la disposition que l'État brandit, ou bien le ministère brandit contre vous? Vous refusez ce reclassement. Quelle est la disposition que le ministère brandit? Monsieur, par exemple, Madame Moussa, avant que vous ne répondiez à la question de M. Condé, je veux savoir, est-ce que vous qui revendiquez, vous êtes tous des fonctionnaires? Nous sommes tous des fonctionnaires. Pas de contractuels. Tous des fonctionnaires. Parfait. Détenteurs de diplôme master. Non, je fais exprès parce que tous ce qui intervient dans les universités ne sont pas des fonctionnaires. Hein. La loi L027 portant statut des agents de l'État est bien claire. Je fais exprès de poser la question. Maintenant, qu'est-ce qu'ils appliquent? Je pense que souvent ils parlent de l'arrêté de 2019. Mais est-ce qu'on peut appliquer sur vous l'arrêté de 2019? L'arrêté de 2019, déjà, l'arrêté s'auto-viole, si je peux employer le terme. L'arrêté dit que n'enseigne à l'université un docteur, n'est recruté au ministère de l'enseignement supérieur qu'un détenteur du diplôme de doctorat. Mais l'arrêté, M. Yero, son excellence le ministre, avant de partir, il a complètement rasé le mal jusqu'à la racine. Il a engagé tout ce qui était là-bas, assistant, homologue, contractuel, avec diplôme, licence et master, pour finir avec ce problème d'homologue dans les universités. Donc l'arrêté ne s'appliquait plus sur ceux déjà qui se trouvent dans le système, mais s'appliquait désormais sur ceux qui souhaiteraient venir enseigner et qui n'ont pas le diplôme de doctorat. Sur ce, qu'est-ce que nous constatons? Le décret du président accorde les privilèges aux reclassés, assistants, maîtres assistants, professeurs de grade, directeurs de recherche, mais aussi aux fonctionnaires détenteurs du diplôme de master. C'est juste cette question d'interprétation de cette disposition de l'article 5 qui pose problème. Le ministère dit, à travers certains cadres bien sûr, que nous ne sommes pas reclassables. Et nous, à travers la disposition du décret, même si nous ne sommes pas juristes, mais si nous lisons entre les textes, nous comprenons déjà que le décret, pour éviter qu'on ne rentre dans
les procédures très longues, le décret nous reclasse. Après le reclassement du ministre vient. La deuxième question. La deuxième question que je voudrais vous poser. En fait, la deuxième question que je voudrais vous poser est de savoir quel est le premier grade qu'on doit avoir à l'université en tant qu'enseignant. Dès qu'on est enseignant à l'université, quel est le premier grade qu'on doit avoir? C'est le grade d'assistant. Mais est-ce que vous êtes officiellement enseignant, vous êtes officiellement muté à l'université en tant qu'enseignant? Muté en tant qu'enseignant-chercheur. Et je vais, pour appuyer un peu sur votre question, je dirais que ceux qui ont été recrutés en 2019 ont été recrutés officiellement enseignants-chercheurs au grade d'assistant. Avec l'arrêté de la fonction publique, au grade d'assistant. C'est-à-dire, comme ça, si nous ne sommes pas dans la disposition du décret, nous nous sentons frustrés. Pourquoi? Parce que on ne nous reconnaît pas au sein de la structure universitaire. Maintenant, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire que si vous n'êtes pas assistant, vous n'avez pas de statut à l'université. Nous n'avons pas de statut. Ça veut dire que vous ne faites même pas partie du personnel de l'enseignement supérieur parce que vous n'avez aucune situation. Vous êtes presque les donneurs de cours, simplement. Les donneurs de cours, merci. Et votre titre, là, comment on peut vous appeler à l'université? Persona non grata. Pour le moment. Bien sûr, bien sûr. Je m'en excuse. Non, je vous en prie, voilà. c'est le terme qu'il faut. C'est à cela que vous ressemblez un peu. Effectivement, Comment on peut vous appeler aujourd'hui? C'est-à-dire, vous avez quel titre? nous disons. Sans nationalité. Il n'est pas bien, monsieur Odilon Mami. Disons les fonctionnaires bénévoles, juste donneurs de cours. Donneurs de cours. Voilà. Maintenant, je reviens un peu pour répondre à sa question. Oui. Le statut particulier de l'enseignement supérieur, à cette allure, ne nous reconnaît pas. Nous sommes sur les emplois du temps, vous pouvez aller vérifier. Nous donnons des cours plus de 10 ans, le minimum entre nous à 7 ans. Le moins ancien a au moins 7 ans. Nous avons plus d'une décennie d'expérience. Nous avons dans le groupe les enseignants de nos enseignants qui sont dans le système depuis les enseignants de nos enseignants. Ils sont encore non reclassés. Si c'était à la maison, vos grands-pères. Nos grands-pères. Oui. Ça veut dire que celui qui vous a enseigné n'a pas de reconnaissance. Donc il n'a pas que vous donner cours. Il y a un étudiant qui est reclassé. Et nous avons des collègues et des étudiants reclassés. Avec qui nous avons été engagés ensemble. Oui, mais en les reclassant, ils ont quel diplôme? En les reclassant, ils avaient bien sûr la licence à l'époque. Le diplôme de maîtrise. C'est pourquoi il y a confusion à ce niveau. Voilà, en les reclassant, ils avaient la licence et ou le diplôme de maîtrise. Il faudrait forcément. Moi, je vais un répondant au niveau du ministère. Je vais poser cette question bête là. Est-ce que vos émissaires qui ont rencontré le département de l'enseignement supérieur, eh bien, dans l'équipe du département, est-ce qu'il y avait la conseillère juridique? Est-ce que vous avez cette information? Parce que là, je m'en veux au pôle juridique du département. Oui, c'est ce pôle qui est mieux placé à interpréter cette... Parce que le décret n'est pas biaisé. Votre question est importante. Le décret n'est pas biaisé. Monsieur Odilon, votre question est importante. C'est la même chose que le Premier ministre a fait. Quand ils ont envoyé le courrier, le Premier ministre a fait appel à son cabinet et son conseiller juridique est venu, a été clair que l'interprétation est ambiguë. Parce qu'il demande au ministre de clarifier. Quand un Premier ministre demande au ministre de clarifier de lever l'équivoque. De lever l'équivoque, ça veut dire qu'il n'a pas bien appliqué l'article. C'est pour vous donner raison. Et moi, je vous suggère ceci. La prochaine fois que vous aurez rendez-vous avec le département de l'enseignement supérieur, rappelez-leur le principe du parallélisme des formes. Je sais que vous êtes intelligent, vous allez le retenir. Bien sûr. Donc, le décret est supérieur à l'arrêté. Bien sûr. Abroge déjà les dispositions antérieures. Que nous aimons tous. Abroge déjà les dispositions antérieures. Qui prend effet à part de sa date de signature. Abroge toutes les dispositions antérieures. Écoutez. Et moi, je voulais aussi poser d'autres questions, monsieur Bali, si vous permettez. Parce que j'ai eu encore un docteur au studio dans un média de la place. Il est docteur, mais jusqu'à présent, il continue encore à recevoir son salaire comment on appelle de maîtrisard ou bien de licencié. Ou de licencié. Jusqu'à maintenant, effectivement. Bon, lui, je l'ai demandé. Il m'a dit qu'il n'est pas le seul à être dans la même situation et qu'ils sont nombreux, ceux des universitaires qui sont dans la même situation. Alors, est-ce que vous avez une idée sur le cas de ces gens-là? Ou est-ce que la grève qui est brandie aujourd'hui par rapport au sein de l'enseignement supérieur, est-ce que la réclamation de ces gens-là fait partie
vos Mais moi, de vos revendications. Non, là-bas, Mais je crois que c'est pas le même problème. Oui, mais là, je pense que c'est pas le même problème. Voilà. Tous ceux C'est qui pas le ont même le doctorat, on les reclasse. Le Non, problème mais maintenant. non, il y a des docteurs qui ne sont pas reclassés. Mais non. Oui, mais Non, c'est là, il y a pas pas de le problème, collectif, nouveau. en fait, C'est faute c'est pas le- d'information, c'est hein. pas Faute le- d'information. Non, mais Faute écoutez, il y a d'information. des docteurs aujourd'hui. Il y a des docteurs aujourd'hui. S'ils Non, ne sont attends. pas reclassés, ils Quand j'ai sont. des réclamations, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit. Ils ne sont pas payés, ils sont pas ce qu'ils Oui. ne reçoivent pas. Et On ce peut qu'ils devraient être recevoir. docteur sans être enseignant. Moi, je veux- Sans être à l'enseignement supérieur. Je n'en Monsieur disconviens Condé. pas. C'est que ces Monsieur gens-là Condé, ne j'ai sont bien pas compris Oui, sa mais on va question. laisser notre Ils invité, continuent on à va laisser avoir notre le salaire invité de s'exprimer. J'ai médias. bien compris votre Oui. question, monsieur. Voilà. Monsieur Konaté, j'ai bien compris C'est la votre question. réception de Vous savez, du droit. le reclassement n'a rien à voir avec le matricule. Le reclassement, auparavant, je ne parle pas, même actuellement, les docteurs qui viennent, qui sont à l'enseignement supérieur, ils peuvent venir. Si c'est attesté qu'ils ont une attestation de charge pédagogique, 2 photos d'identité, l'extrait de naissance, la photocopie du diplôme, avec équivalence bien sûr, vous déposez les dossiers au rectorat. Il y a une commission, des commissions qui traitent jusqu'à l'échelle du ministère. Le reclassement n'a rien à voir avec le numéro matricule. Le docteur qui vient, peut-être c'est faute d'information. Mansaré s'en plaignait la dernière Le fois, docteur par qui exemple. vient, Oui. qui continue à percevoir son salaire De maîtrisard. de maîtrise ou bien de licencié, c'est peut-être une lenteur dans la direction des ressources humaines. Sinon, vous venez, vous déposez les dossiers, les ressources humaines traitent. C'est d'ailleurs l'opportunité de féliciter notre DRH, M. Kakei de Sonfonia, qui est très très apte et très dynamique. Vous déposez, s'il est de Sonfonia, demandez-le d'aller déposer. Il prend bras le corps, il traite, il dépose, et dans les mois qui suivent, c'est traité. Est-ce que Voilà, monsieur- donc monsieur on va Malamissa, revenir sur est-ce que, le par reclassement exemple, parce que- des maîtrises et diplômes équivalents. hein, Par sinon rapport on à va- ce qu'il dit, on- hein, oui. les docteurs Oui. dont on traîne encore, qui traînent encore le pas, est-ce qu'il est arrivé, comme vous avez signé, des cas de faux diplômes de doctorat? Il y a une structure au ministère de l'Enseignement supérieur qui traite tous les diplômes jugés équivalents. L'authenticité et l'équivalence des diplômes. Quand vous déposez des diplômes, le ministère est chargé. Si le diplôme n'est pas guinéen, le ministère a tout un mécanisme De vérifier. de vérification pour authentifier et donner l'équivalence du diplôme en Guinée. D'accord. Bon, maintenant, et l'autre question que je voudrais vous poser là, Oui. j'ai appris que le lundi à venir, que vous êtes prêt à aller au ministère. Encore, hein. Encore. Que cette fois-ci, que vous allez aller avec vos familles pour demander au ministre de faire face aux problèmes qui vous préoccupent actuellement. Est-ce que cette information est fondée? Bien sûr, nous avons toute une stratégie. S'il faut le dire militairement, nous avons un état-major très bien structuré. La prochaine fois, le lundi, nous souhaiterons aller au ministère avec nos différentes familles. Parce que le problème affecte nos familles. Il a dit ce qui est émouvant. Le lundi passé, on était en ville. Hein. Il y a un vieux qui me dit, mon fils, il fait partie du collectif. Il enseigne à Gamal. Il dit, mon fils, nous partons bientôt à la retraite. Je vous le jure. Jusqu'à Il dit, présent. nous partons bientôt à la retraite. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ne pas bénéficier de ce privilège? Je prends l'exemple sur M. Traoré, qui m'a enseigné, qui a enseigné certains de nos enseignants, qui est dans le circuit depuis 2005. Avant, le reclassement se faisait avec l'extrait de naissance. On prenait la date. Et ils ont enseigné depuis 2005 avec le diplôme de maîtrise. Les jeunes qui ont trouvé ces messieurs-là dans le système sont reclassés. Il n'est pas reclassé. Qu'est-ce qui fait mal? L'application du décret donne des privilèges, des faveurs, des primes. Et ces primes-là, nous prenons, c'est-à-dire 2 fois moins ou 3 fois moins ce que nos collègues, nos amis prennent et avec le même diplôme ou peut-être même inférieur. Ouh là 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 là. Nous enseignons, oui, nous sommes sur les mêmes emplois du temps. C'est pourquoi je demande d'ailleurs au ministre, s'il nous entend maintenant là, de venir sur le Et terrain. il vous entendra. Bien sûr. Voilà. De venir sur le terrain. De ne pas rester un peu cloîtré dans son confort au cabinet. Ce qui m'étonne un peu, les cadres du ministère sont tous des enseignants et ont vécu des réalités dans les institutions d'enseignement supérieur. Nommément, le secrétaire général est un enseignant. Docteur Fassinet. Docteur Fassinet, il a vécu des réalités. Monsieur Doumbouya de la direction générale de l'enseignement supérieur est un enseignant.
L'inspecteur général est un enseignant de surcroît. Monsieur le conseiller, monsieur Saliou, pardon, qui était à l'ISFAD, est un enseignant, un professeur de grade. Ce sont des enseignants qui connaissent notre situation, qui connaissent la réalité du terrain, qui savent qu'est-ce qu'on a vécu de bout en bout pour être engagé. Moi, personnellement, je ne vais pas vous raconter mon histoire. Ça pourrait faire un livre, un dictionnaire. Tout ce que j'ai traversé, tout ce que nous avons traversé. Mais là où nous sommes aujourd'hui, on souhaiterait quand même que cette faveur accordée par Monsieur le Président de la République pour mettre fin aux maux, parce que vous savez tous, sans le rappeler, que l'enseignement supérieur aujourd'hui souffre. Il y a ces petits soucis un peu de commerce de notes qui ne dit pas son nom. Il y a ce petit souci de précarité. Le Président de la République est militaire qui dit non, je veux mettre fin à ça, je veux au moins soigner vos maux dans la mesure du possible. J'ajoute et je tiens compte de toutes les catégories. Les enseignants, eux, ils se disent non, prenons ceux qui sont reclassés, ceux qui sont assistants. Or, le décret est très clair, il ne souffre d'aucune ambiguïté. Monsieur Keita, vous êtes au nombre de combien? Vous qui êtes 700, hein? Nous sommes plus que 700. Plus que 700. Donc, c'est pratiquement une majorité d'enseignants qui se retrouvent, de ceux-là qui donnent des cours, hein, qui sont chargés de cours, qui se retrouvent dans cette situation. À l'université Sauvage, il y a plus de 80. Hein, bien sûr. Monsieur Keita, pratiquement nous tendons vers la fin. Moi, je vais dire mon dernier mot. Hein. Il y a un adage de moi qui dit que lorsque tu te bats avec le diable, pleure comme un homme. Si tu pleures comme le diable, on dira que ce sont deux diables qui se battent et il n'y aura personne pour vous secourir. Bien sûr. Foncez et allez jusqu'au bout. On ne manquera pas. Mot d'encouragement, M. Valikonde, vous êtes très âgé. Maintenant, la dernière question que je voudrais lui poser, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce combat? Puisque j'ai appris que M. le ministre a posé une question, et cette question est importante. Il disait que, et si vous n'êtes pas reclassé, qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr. Il avait posé cette question. Il avait posé cette question lors de notre première rencontre. Je dirais que ce combat est un combat noble. C'est un combat de survie. Nous ne sommes pas en lutte contre le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous les invitons juste à éclaircir l'article 5. Ou bien à ne pas saboter l'article. À ne pas saboter l'article. À bien interpréter, parce que je peux dire, en lisant l'article, ils n'ont pas fait attention. Parce que la virgule, attaché de recherche, grade attaché de recherche, assistant, virgule, détenteur du diplôme de master et diplôme jugé équivalent, sont intégrés au grade A2. Hiérarchie A3, indice 2506. C'est-à-dire le décret, pour éviter toutes ces procédures, nous met dans le lot pour bénéficier ensemble. Mais je suis sûr que les enseignants, eux, ils se disent non, 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 non. Les enfants là, ils ne sont pas reclassés. Envoyez vos actes de reclassement. Or, le reclassement auparavant n'a rien à voir avec un concours. Qu'est-ce que vous proposez maintenant au département? On va terminer, M. Valikonde. Qu'est-ce que vous proposez maintenant au département? Peut-être 10-30 secondes, on a fini. Qu'est-ce que vous proposez? Votre dernier mot par rapport à ça? C'est de nous rétablir dans nos droits et à effet immédiat. Et de penser au mois passé, au rappel. Parce que nos amis, ceux qu'ils ont pris, gaillardement, certains se moquent de nous dans les universités. Terrible, hein? Terrible. Donc, certains se moquent de nous. Voilà, M. Balamoussa Keita, c'était M. Balamoussa Keita, enseignant-chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est parmi ces enseignants non reclassés, détenteurs de diplôme de master et équivalent. Donc la lutte continue et j'espère que cela aboutira pour le bien-être de notre école et pour la République. Nous allons donc revenir sûrement la prochaine fois pour reparler de ce dossier s'il y a des évolutions. Mais avant, je tiens à remercier mes téléspectateurs, mes auditeurs et surtout aussi mes techniciens, ceux-là qui font un travail formidable derrière. Ce sont là... comme je le dis souvent, les guerriers de l'ombre, on ne les voit pas, mais c'est grâce à eux que vous nous entendez, c'est grâce à eux que vous nous voyez. Je veux saluer M. Mokus Kamara, qui est le réalisateur, il est très dynamique, et puis il fait de très belles photos quand même. Alassane Diallo, opérateur régie, M. Alassane Silla, l'ingénieur de son, et M. Kandé Ouma, le technicien chargé de la radio. Merci et à la prochaine.